Et donc, on pourrait, la question qu'on m'a posée, on a convenu qu'on parlerait de la façon dont l'IRM multiparamétrique, largement dominé par la diffusion bien sûr, est en train de changer complètement le diagnostic du cancer de la prostate. D'abord, partir d'un constat, c'est que depuis 20 ans, le diagnostic du cancer de la prostate repose sur des biopsies guidées dites systématiques, qui est une approche probabilistique qui est complètement unique dans le champ de l'oncologie, puisque l'oncologie dit d'abord trouver la cible, puis la biopsier. Donc d'abord localiser la... Et donc les conséquences de cette politique-là ont été une ascension très importante du diagnostic de cancer qu'on a non significatif, qui ne nécessite pas de traitement, donc pas de diagnostic même, et aussi un taux de cancer significatif manqué jusqu'à 30% des cas. Et c'est ça qui a fait entraîner le cercle vicieux, parce que les gens légitimement avaient peur de manquer des tumeurs significatives, et donc ils repartaient dans un circuit de surtraitement de micro-cancers dans la crainte d'eux. Donc ça pouvait pas s'en sortir. C'est parce qu'on ne pouvait pas localiser la tumeur, et puis là, clairement, depuis quelques années, c'est vrai que l'amélioration de l'IRM fait qu'en routine, on utilise les 3 séquences que vous connaissez, mais c'est vrai que la diffusion a pris une large place parce que sa fiabilité pour localiser les foyers tumoraux a maintenant été à peu près démontrée, et que donc, et ça va être le but de cette présentation, comment grâce à cette diffusion, l'IRM peut à la fois détecter les cancers dits significatifs qui ont besoin d'être confirmés et éventuellement traités, en tout cas dans l'immédiat, et si dans le même temps, elle peut également éliminer la présence d'un cancer significatif. Donc les principes, je vous rappelle, rapidement, mais il y a certains... quand il y a beaucoup de cellules, les molécules d'eau qui sont en blanc diffusent peu. Quand il y a beaucoup de cellules, elles diffusent peu de cellules, elles diffusent librement. L'idéal, c'est l'urine. J'ai mis en rouge ici des molécules d'eau dans les vaisseaux, c'est-à-dire dans la structure capillaire de ce tissu, qui engendrent des mouvements qui sont, quand on applique une séquence de diffusion, qui sont enregistrés comme de la diffusion, qui est en fait de la pseudo-diffusion, c'est ce qu'on appelle l'ADC rapide, ou fast, et qui fait partie de la courbe, on va y revenir. Je voulais simplement vous le rappeler, et rappeler que cet article-là, de 2007, est toujours aussi valable, tellement il est clair, pour se faire une bonne idée de ce que c'est que la diffusion. Ensuite, la séquence, c'est un classique, c'est un écho de spin avec un 90, un 120, et de chaque côté du 180, deux échos, deux gradients, dont l'épaisseur ici donne la valeur du B, plus le gradient est puissant, plus... Et puis il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention, parce qu'on y reviendra. Il y a 2 mesures de temps, qui sont celui-là, c'est-à-dire le temps qui sépare la deuxième de la première application du gradient. Et la deuxième unité de temps, c'est celle-là, qui est le temps, ou la durée d'application du gradient. Et pourquoi ces 2 valeurs-là sont importantes? Parce qu'en fait, l'ADC vient de là. Le calcul de l'ADC vient de là, c'est un composite entre ces 2 temps-là, qui ne sont pas accessibles aux radiologues, et qui, idéalement, c'est pour toutes les difficultés qu'on va rencontrer tout à l'heure, doivent être faites avec les mêmes valeurs chez les mêmes malades. Enfin, avec les mêmes valeurs pour que ça puisse être reproductible. Ensuite, la séquence, elle est très simple. Les molécules statiques, elles sont très peu déphasées, donc elles sont complètement rephasées ou très peu déphasées. Prenez-le dans le sens que vous voulez, ça revient au même. Et donc, le signal reste identique. Donc, c'est blanc. D'accord? Et puis les cellules les molécules qui ont une diffusion plutôt libre sont massivement déphasées, et le deuxième gradient ne les rephase que de façon partielle, d'où chute du signal. Alors, ça donne donc, sur le B0 qui est un T2, avec une résolution spatiale inférieure compte tenu du fait que la diffusion est une séquence qui a peu de signal, tout ce qui est diffusion libre, c'est blanc, et la zone périphérique normale, qui est très riche en eau, en glandes, eh bien, montre une diffusion qui est libre, et puis de moins en moins libre au fur et à mesure que l'on augmente l'importance du B, jusqu'à arriver au B élevé, dont on va voir l'importance un tout petit peu plus tard. Ici, dans l'adénome, évidemment, l'adénome ne contient pas que des glandes, contient des muscles
et du conjonctif, et ce muscle et ce conjonctif changent de couleur au fur et à mesure qu'on applique les gradients de diffusion. Ici, quelques précautions. Si vous saviez comment la qualité moyenne des IRM en France pourrait s'améliorer si elles étaient respectées, le rectum collabé, nous on pense que c'est indispensable. Donc le rectum collabé, ça veut dire qu'il faut donner un laxatif aux patients, enfin c'est comme ça qu'on fait, et quand on veut même faire très bien, on fait comme on faisait à l'époque de Jean-René Michel pour les urographies intraveineuses, on met une petite canule dans le rectum quand le malade est sur la table pour évacuer l'air qu'il y a dans le rectum. Donc le manip aspire avec une seringue à gros embouts, le prix de revient est extrêmement réduit quand même, et on peut aspirer jusqu'à 100 ou 200 cc d'air quand on fait cette manœuvre, et ça donne donc des rectums collabés qui pour la diffusion, et les 3 Tesla en particulier, est une précaution que nous trouvons indispensable. Le TE court, ça c'est la règle de la diffusion. L'imagerie parallèle avec un facteur 2, voire 3, si vous êtes bourré de signal avec du 3T. Un FOV petit à cause des artefacts de distorsion liés au grand champ. Une matrice qui donne un bon compromis entre le temps d'acquisition et la résolution spatiale, et donc avec un temps d'acquisition de 3, 4, voire 5 minutes, si vous avez un petit peu de temps. On va voir comment on peut passer plus de temps sur la diffusion sans augmenter la durée globale de l'examen. Alors, la nécessité des baies élevées, elle a été démontrée à plusieurs reprises. Un excellent papier dans European Radiology qui a montré que les meilleures valeurs de B pour voir le cancer, c'est 1500 et 2000. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet T2, que vous connaissez sûrement. Le temps de relaxation du tissu prostatique normal et de la zone périphérique est parfois long. Et donc, la restriction de diffusion de la tumeur que je montre là avec la souris ne se voit pas, virtuellement pas. Il faut attendre les baies élevées pour que l'effet T2 s'effondre, et on voit à ce moment-là apparaître la zone où la diffusion est restreinte. C'est aussi vrai pour la zone périphérique qu'on voit là que pour la zone de transition, où c'est encore plus manifeste, on ne voit pas le cancer sur le B1000. Alors, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent que c'est vrai que les aimants, il y a pas mal d'aimants qui ne peuvent pas se permettre encore d'acquérir ces baies élevées. En fait, maintenant, il y a au moins 2 études récentes qui ont montré qu'il n'y avait pas besoin de les acquérir. On peut se servir avec la même fiabilité des baies électroniques, qui sont donc une extrapolation de la courbe de décroissance du signal de diffusion. Et voilà ici un exemple, une tumeur qu'on voit presque pas en T2, qu'on voit sur l'ADC parce que c'est noir, qu'on voit très bien sur le B1600 acquis, mais qu'on voit tout aussi bien sur le B1600 calculé. Ça, c'est Siemens qui le fournit. Chaque constructeur doit pouvoir mettre une carte pour calculer les baies électroniques. Muni de ça, ça a donné le PIRADS, qui est le PIRADS 2015, avec la combinaison du T2 de la diffusion et de l'injection. Et avec 2 particularités, vous allez voir que là, il y a une séquence dominante maintenant dans cette version numéro 2. Pour la zone périphérique, c'est la diffusion. Pour la zone de transition, c'est le T2. Et la présence d'un cancer significatif, après, une fois qu'on a analysé ces 3 séquences, mais vous verrez qu'on analyse largement plus souvent 2 que 3, eh bien, on classe après sur une échelle de 5, entre 1, ça va de 1, hautement improbable, la présence du cancer est hautement improbable, jusqu'à 5, la présence du cancer est hautement probable. Alors, les choses simples, on va commencer par les choses simples, parce que c'est facile de faire le diagnostic de PIRADS 1 et 2. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'anomalie focale en T2 et en diffusion. La zone périphérique est homogène, elle est donc blanche en ADC, ça c'est par convention, quand on utilise au moins 2B, et noire parce que la diffusion y est très peu restreinte. L'adénome n'est jamais aussi homogène, il est plutôt à tendance hypo-intense, mais vous voyez bien qu'il y a un petit peu de blanc ici, qui devient noir sur l'ADC. Bon, les couleurs sont inversées, tout ce qui est noir en ADC est blanc en diffusion, mais là, le maître mot, c'est qu'il n'y a rien de focal. Il n'y a pas d'anomalie focale. Ici, alors il y a une deuxième version du PIRADS 2, enfin, le deuxième aspect plutôt, on passe au PIRADS 2 avec une première anomalie, entre guillemets, ce sont les hyposignaux linéaires, comme ici, voire un peu plus larges, triangulaires, qui montrent un hyposignal en règle modérée sur l'ADC et qui sont parfois légèrement
en hypersignal sur le B1600, voire en isosignal, ils disparaissent complètement. C'est très facile de dire ça c'est un PIRADS 2. Le deuxième aspect est également facile à distinguer, c'est quand l'anomalie est diffuse, l'hyposignal T2 est diffus, donc c'est noir des deux côtés, encore que c'est plus noir qu'à gauche qu'à droite ici, mais c'est carrément blanc de la même façon des deux côtés. Ça c'est la prostatite chronique, appelez-la comme vous voulez, la séquelle inflammatoire, appelez ça comme vous voulez, mais ça ne peut pas être pris pour un nodule. La troisième version, je ne donne pas la solution, pas tout de suite, c'est très différent de ce que je viens de vous montrer, et pourtant c'est bilatéral. C'est à la base de la prostate, c'est autour des canaux éjaculateurs. En coupe coronale, ça donne ces deux masses latérales qui sont plaquées contre les confluents vésiculo-déférentiels. Et en coupe sagittale de chaque côté, sincèrement, ça peut en imposer pour un nodule. Sur un autre exemple, c'est noir-gris en T2, c'est noir en ADC des deux côtés, c'est blanc des deux côtés, c'est comme la prostatite chronique, sauf que comme c'est situé là, à côté des canaux éjaculateurs, eh bien, c'est la zone centrale normale. Alors, quand je dis probablement bénin, elle pourrait être classée 1 si on admet que c'est de l'anatomie zonale. On pourrait dire c'est du 1 parce que c'est de l'anatomie zonale. Mais avec l'âge, il y a deux choses qui se passent chez l'homme de plus de 50 ans. La zone de transition grossit, parce que c'est l'adénome, mais la zone centrale rétrécit. Et pas toujours de façon symétrique. C'est pour ça que cette zone centrale, cette hyposignal que je vous montre là, symétrique, ne l'est pas toujours aussi bien que ça. Et donc c'est pour ça que le 2 convient plutôt que le 1. Le dernier élément, qui est à part dans le PIRADS 2, parce que là, on arrive dans quelque chose qu'on n'avait pas encore mentionné une seule fois, le focal. On arrive dans une anomalie focale. C'est hypointense ou hétérogène. Enfin là, c'est 3 exemples. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est aussi valable, écoutez-moi bien, dans la zone périphérique que dans la zone de transition, mais c'est la plupart du temps, c'est dans la zone de transition, parce que ces nodules encapsulés, on voit très bien la capsule ici, ici et ici, eh bien, ces nodules encapsulés, on a admis une fois pour toutes qu'ils correspondaient à des nodules adénomateux. Et à partir de ce constat-là, on ne prend pas en considération le résultat des autres séquences, et notamment de la diffusion. On s'arrête au T2. Et sachez que 10% de ces nodules que je montre là sont trouvés sur les pièces de prostatectomie dans la zone périphérique. Donc ça peut être, c'est aberrant comme développement, mais c'est comme ça. Donc il y a des nodules, il y a des PIRADS 2 cerclés ou encapsulés dans la zone périphérique. C'est beaucoup plus difficile d'éviter la biopsie dans ces cas-là que dans l'adénome, mais vous ne la faites pas 2 fois en tous les cas. Hein. Maintenant, ce qui est encore facile, de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, c'est facile. C'est facile parce que on arrive dans du focal. On est dans une anomalie focale. Le PIRADS 4 pour la zone périphérique, c'est hypointense en T2, c'est ici, c'est noir en ADC, c'est blanc en B1600, facile. La différence entre le 4 et le 5, c'est que c'est, ça c'est dans la zone de transition, la même chose, la sémiologie est la même, à partir du moment où c'est focal, la sémiologie est la même, c'est antérieur ici, très antérieur, juste derrière le stroma, plutôt oblong ou lenticulaire, c'est noir en ADC, c'est blanc en B1600, c'est un 4 en diffusion. Et là, vous allez me dire, c'est pareil. C'est hyper. Mais je voudrais qu'une fois pour toutes, parce qu'on y reviendra peut-être, mais enfin en tout cas, j'espère que cette fois suffira, ça, c'est bien sûr que c'est un 4 en diffusion, mais c'est l'exemple de tout à l'heure, c'est cerclé. Donc peut-être que l'œil est attiré par la diffusion pour localiser l'anomalie, mais rétrospectivement, c'est le T2 qui emporte le score. Donc ça, c'est un score 2. C'est un PIRADS 2, bien qu'il soit hypo et très hyper. Le 5, la différence, par rapport à tout à l'heure, dans la zone périphérique, c'est assez simple. Je pense que vous la voyez. Il y en a 2 par rapport au 4. La première, c'est que c'est invasif. Ici, on peut discuter le comblement de l'angle prostato-rectal par rapport à l'autre côté. Ou, ça c'est un peu arbitraire.
c'est un peu arbitraire, ou bien le critère de taille a été introduit, et la différence entre le 4 et le 5, c'est que le 4 fait moins de 15, et le 5 fait plus de 15. Franchement, c'est pour éviter, tout simplement, de prendre tous les 4 pour des 5, donc à chaque fois que avant, dans l'ancien PyRADS, chaque fois que c'était noir, blanc, hypo, ADC, hyper, on disait, c'est un 5. C'est sûrement un cancer. Et là, on se trompait trop souvent. Donc il fallait atténuer ça et mettre probablement un cancer. Donc on a pensé que la taille était un critère pour dire quand c'est pas trop gros, c'est probablement mais sans plus. Quand c'est très gros, ça l'est à tous les coups. Alors après, le seuil des 15 mm, je sais pas qui a emporté je sais pas qui a fait ça, mais c'est sorti d'un, et comme c'était un consensus et pas une majorité totale, on a dit ok. Alors maintenant, on arrive dans les difficultés, qui fait d'ailleurs toute la faiblesse du PyRADS. C'est que le PyRADS 3, c'est le risque intermédiaire. Alors, avant de donner la solution, ici, je ne sais pas, la moitié de la salle dira 4, la moitié dira 3. Est-ce que c'est important? Pas tellement, puisque la diffusion va jouer plus d'importance. Ici, c'est hypo, il n'y a pas de discussion possible, et c'est là qu'il va falloir, je pense, vous habituer. Parce que je pense qu'il y a une tentation de dire que c'est blanc. Donc c'est un hypersignal diffusion. Mais l'hypersignal diffusion, c'est relatif. Comme la DC d'ailleurs. C'est relatif. C'est-à-dire que tout ce qui est blanc dans l'anomalie focale doit être comparé au blanc du reste de la prostate. Et donc, ce qu'il faut, c'est estimer le gradient de blanc entre ça et le reste. Et après quelques instants d'examen, on peut admettre que c'est pas plus blanc ici que là. Et donc c'est comme ça qu'on forme son œil en se disant que le PyRADS 3 dans la zone périphérique, c'est un isosignal ou un léger hypersignal. Mais je reconnais toute la subjectivité qu'on peut que certains d'entre nous montreront en interprétant un ISO ou un hyper modéré, signal modéré. Donc, mais ça c'est la clé du PyRADS, parce que si vous dites que c'est hyper, ça devient un 4, et vous allez biopsier comme ça beaucoup de lésions bénignes. Et je reconnais que ça peut être difficile de dire de temps en temps c'est un 3, donc c'est probablement... on va voir le pourcentage de 3 qui sont des cancers. Ici, c'est dans la zone de transition. Alors c'est un 3 parce que pourquoi c'est un 3 ? Vous allez me dire, la bonne façon de répondre, c'est pas un 2, puisque c'est pas cerclé sur le T2, donc c'est pas un 2. Et puis c'est pas un 4, parce que ça n'est pas antérieur, ça n'est pas oblong, ça n'est pas lenticulaire. Alors vous pouvez vous servir de la diffusion, d'accord, c'est hypo, modéré, complètement iso, mais c'est finalement, c'est ça qui va emporter la conviction. Parce que c'est la zone de transition qui emporte le score dans la zone de transition. C'est elle qui décide. Simplement, l'attention est attirée par la diffusion sur l'anomalie focale et ensuite on regarde le T2 et le T2 devient primordial. Il faut parfois plus d'un plan pour admettre que c'est pas cerclé, mais ça c'est pas cerclé, mais c'est pas un 2 donc, mais c'est pas un 4 non plus parce que ça manque de critères par rapport à ce que je vous ai exposé tout à l'heure et c'est très difficile d'aller parler de 4 quand on a ça sur la diffusion. Mais normalement, ça ne doit pas vous influencer. La diffusion ne doit pas vous influencer dans la zone de transition. Alors, pour les raisons que je viens de vous expliquer, le PyRADS, la séquence dominante pour la zone périphérique, c'est la diffusion, et la séquence T2, c'est pour la zone de transition. Exemple, ici, c'est pas franchement 4, c'est hétérogène, hypo. Je ne crois pas qu'on puisse parler de nodule. En revanche, c'est noir-blanc, il n'y a pas de discussion possible, c'est facile, parce que c'est franchement plus blanc que tout ce qu'il y a de blanc dans le reste de la prostate. Ici, donc c'est un PyRADS 4 en diffusion, donc le score global, pas à discuter, c'est un score 4. Sans honte, proposer une biopsie là-dessus, sans état d'âme. Ici, c'est le même que tout à l'heure. C'était pour vous dire que, quoi que vous disiez sur le T2, quoi que vous disiez, vous pouvez dire 4, parce que vous avez l'impression que c'est un nodule. Si vous admettez que c'est hypo-iso,
hypo-iso, eh bien, vous direz 4 versus 3, eh bien, comme c'est la diffusion qui l'emporte, c'est un score 3. Alors, pour la zone de transition, voilà encore un exemple. Voilà un T2 qui n'est pas franchement parlant, bien que ce soit un peu antérieur, mais pas vraiment antérieur. Quand je dis antérieur, c'est-à-dire c'est plaqué contre le stroma fibromusculaire. C'est ça, antérieur. Bon, c'est hypo en T2, c'est franchement hyper, et c'est là qu'il ne faut pas se laisser entraîner par cette hypersignal diffusion, car en T2, c'est finalement le T2 qui va emporter ça, et ça, c'est pas un 2, pour des raisons très claires, c'est pas un 4, parce que je vous ai dit où ça devait être le 4, donc c'est un 3. Sinon, si vous vous laissez tenter par ça, vous allez biopsier ou demander à biopsier des nodules d'adénome toute la semaine. Donc, il ne faut pas faire ça. Alors, maintenant, encore un dernier, ça c'est subtil, mais bon, il fallait bien un exemple, c'est difficile même. Regardez comme l'œil est attiré par la diffusion. Car ces deux petits points blancs, si ce n'était pas blanc là, est-ce que vous auriez vraiment prêté la moindre attention à ça? Pas sûr. Pas sûr. Donc une fois qu'on a vu ça, on regarde ça, bon, on constate au passage que c'est hypo en ADC, mais c'est normal, ça ne peut pas être autrement, eh bien là vous en faites quoi? C'est marqué un 3. Parce qu'encore une fois, c'est ni un 2, ni vraiment oblong. Donc, il y a beaucoup de 3 dans la zone de transition, hein, malheureusement. Il y a beaucoup de 3. Et on va voir comment on peut s'en sortir. On n'a pas trouvé là encore vraiment la solution. Ici, c'est pas concordant. Regardez. Enfin, c'est pas concordant parce qu'ici, c'est un 4. C'est hypo-hyper. D'accord? En tout cas, c'est déjà sur le B1000. Si j'ai montré le B1000, c'est que je voulais montrer un truc qui n'était pas dans le PIRADS. Regardez comme ça baisse, ça s'éteint sur le B1600. Et ça s'éteint, si vous l'admettez, c'est un truc qui n'est pas dans le PIRADS, mais c'est un très bon signe. Ça s'éteint de façon proportionnelle. C'est-à-dire que ça s'éteint dans la prostate présumée saine, c'est évident, mais ça s'éteint aussi dans l'anomalie focale. Entre le B1000 et le B1600, ça s'éteint. Alors qu'un cancer devrait rester aussi blanc, voire plus blanc qu'en B1000, pendant que le reste s'éteint. Donc ça, le nodule qui s'évanouit ou qui disparaît, qui pâlit sur le B1600 par rapport au B1000, mais c'est un signe qui n'est pas dans le PIRADS. Si vous faites du PIRADS pur, vous êtes obligé de dire hypo, hyper. 4. Et là, vous dites quoi? Bon, la moitié de la salle va commencer à tortiller, c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça n'est que partiellement cerclé, en admettant que ça le soit de la même façon sur tous les plans. Vous n'arrivez pas à vous faire votre opinion sur le 2, parce que ce serait tentant. C'est probablement un 2, mais ça n'est que partiellement cerclé. Donc, une fois de plus, vous êtes obligé d'ouvrir le parapluie et de mettre le 3. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas le faire trop souvent. Donc, il faut faire plusieurs plans, parce que partiellement cerclé en axial, partiellement cerclé en sagittal et partiellement cerclé en coronal, ça commence à faire un totalement cerclé. Donc, on peut quand même s'aider de ça. L'injection de contraste, elle a beaucoup évolué, elle est moins prise en considération, on ne s'intéresse plus qu'au washing, parce que les courbes de lavage 2 versus 3 n'ont jamais permis, jusqu'à maintenant, de vraiment faire la différence entre le cancer et la prostatite dans la zone périphérique, c'est le diagnostic différentiel, et le cancer et les nodules d'hyperplasie, notamment conjonctifs, dans la zone de transition. Donc en fait, elle est dichotomique, la perfusion, c'est 0 ou 1. 0, c'est 1, c'est rehaussement précoce, en regard d'une anomalie focale, T2 ou diffusion. Il faut qu'il y ait un trou en T2 ou en diffusion, un rehaussement comme ça, dans cette anomalie focale, et là, et à partir de là, le washout n'est plus pris en considération, et tout ce qui n'est pas ça, c'est 0. Donc, ça reste beaucoup plus simple. Ça permet, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous le faites déjà, de réduire la durée du temps de l'injection à 1 minute,
si vous voulez même, parce qu'une minute, vous avez toujours le wash-in, et c'est ce que nous avons fait. Nous, c'est ce que nous faisons maintenant pour consacrer plus de temps à la diffusion en rajoutant 1 ou 2 X pour avoir une diffusion de meilleure qualité. Alors voilà un exemple, c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, c'était noir à peine, un peu noir mais à peine, c'est noir en ADC, c'est blanc en B1600, eh bien c'est hyper vasculaire avec ce pic qui fait que c'est un 1. On ne tient plus compte de la pente de décroissance. C'est très facile avec un curseur de voir que quand le produit arrive, c'est pour ça que la résolution temporelle ne doit pas être trop lente, mais ce n'est pas non plus la peine de la mettre à 2 secondes, par exemple. On pourra en reparler tout à l'heure. Donc, avant de passer à la suite, le score global dans la zone périphérique, c'est le score de la diffusion. Sauf, c'est ce que prévoit le PIRADS, quand la diffusion est 3, c'est-à-dire hypo-ISO, bien que la définition d'ISO soit difficile hypo-ISO, eh bien si la perfusion est positive, on est autorisé à upgrader le 3 en 4. Exemple, je n'y crois pas beaucoup moi ça, mais exemple. Ici, c'est focal quand même dans le reste. Mais bon, tout que vous disiez 4 ou 3, peu importe. Mais 4, je trouvais que c'était pas assez nodulaire. 3, c'était plus proche du reste, mais c'est focal. C'est focal en ADC, et c'est complètement ISO en B1600. Là, c'est vraiment complètement ISO. Et donc, l'argument, mais en revanche, c'est positif, c'est 1 en DCE. Donc, 3 plus 1 égale 4. Eh bien, en l'occurrence, je peux vous garantir que c'était une prostatite focale et que dans l'expérience qu'on en a, c'est beaucoup plus souvent ça qu'un cancer de prostate. Mais alors, beaucoup plus souvent que ça. Donc, je ne crois pas que cette upgrade persistera dans les versions prochaines du PIRADS. Et pour la zone de transition, le score global qui est là, eh bien, c'est le score du T2, même si, avant de vous faire votre opinion sur le T2, et ça, je vous assure que c'est vrai, le T2 ne se voit que de façon rétrospective, souvent, après avoir vu que c'était blanc en diffusion. Donc, le score final est le T2, sauf, encore une fois, pour essayer d'augmenter la spécificité des scores 3, quand le T2 est 3, c'est-à-dire beaucoup de choses, eh bien si la diffusion est 5, c'est-à-dire que c'est la taille qui les différencie, 5 et 4, ça passe en 4. Exemple, ici, c'est une grosse plage, c'est une grosse plage, mais elle n'est pas cerclée et elle n'est pas vraiment plaquée contre le stroma en avant. Elle n'est pas antérieure. Donc ici, vous ne pouvez pas dire autre chose que 3. C'est la définition du PIRADS. Mais en revanche, ici c'est noir, blanc, ça fait plus de 15 mm, donc ça passe à 4. Ceci est un 4. Et en l'occurrence, c'était un score de Gleason 3 plus 4. Alors, partant de là, de ces 3, 4, 5, déjà on fait une première étape, c'est de les définir. Après on se dit, qu'est-ce que j'en fais? La littérature, il y a maintenant de plus en plus de preuves qui s'accumulent pour dire que tout ce qui est visible à l'IRM, si ça se révèle être un cancer, est significatif. Le papier de Park là est un exemple parlant. Les micro-foyers découverts sur une série de 12 biopsies en sextant, parce qu'on commence encore par ça dans certains endroits, et c'est normal. Eh bien, si après, il y a une tumeur visible à l'IRM, eh bien, ce micro-foyer ne l'est pas, enfin, en tout cas, oui, ne l'est pas chez les gens qui ont une tumeur visible, parce que ces patients-là ont des conséquences ou des constatations sur la pièce de prostatectomie radicale plus graves. Plus gros Gleason, plus de T3, grosse tumeur. Elle a juste été ratée par les biopsies systématiques. Et puis enfin, on sait maintenant que 4 et 5, donc c'est pour ça, ce qui est facile à diagnostiquer, c'est ça qui est bien. 4 et 5, ce sont des tumeurs significatives dans environ plus de 70% des cas. Alors, je ne m'étendrai pas sur le détail des biopsies guidées. Je voudrais simplement vous dire que il manque quelqu'un dans cette liste, mais ça fait rien, je vais le dire oralement. Pour viser ce qui a été vu à l'IRM, eh bien, il y a le cerveau, parce que l'échographie après IRM, c'est beaucoup plus efficace
que l'échographie avant IRM, et on peut rajouter un supplément, injection de microbules, élastographie, ce que vous voulez, mais on améliore nettement la qualité de l'écho simple si on utilise ces artifices. Les logiciels, il y en a plusieurs, peu importe, c'est celui que vous voulez, et les biopsies guidées à l'intérieur de l'IRM, c'est un truc qu'il faudrait certainement encourager en France, parce que ça n'est pas fait du tout, alors que c'est beaucoup fait en Allemagne, pas mal fait en Italie, donc je crois que c'est quelque chose qu'on devrait cultiver. Le résultat de tout ça, est-ce que ça vaut le coup de trouver une cible? La réponse est que 3 biopsies versus 12 biopsies, c'est pareil. Taux de détection de tout cancer, c'est pareil. Pas moins, mais pas plus. Ce qui est différent, c'est le taux de détection des cancers significatifs, d'environ 20%. On trouve plus de grade 4, plus de longueur de cancer, dans environ 20 à 30% des cas. En particulier dans les PIRADS 4 et 5. Et corollaire, c'est que, évidemment, on fait chuter le taux de détection des cancers non significatifs d'environ 15%. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire que quand on vise en dehors de la cible, on trouve soit rien, soit du micro-cancer non significatif. Alors, à qui doit-on faire? Mais à qui doit-on faire cet IRM de prostate? Tant que la définition de la science active sera basée sur une série de 12 biopsies initiales, c'est sûr que l'IRM devient quasiment incontournable. Parce qu'un homme qu'on propose d'inclure dans une surveillance active qui, sur l'IRM, mettons 6 semaines après, montre ça, c'est-à-dire un PIRADS 4, chez qui on répète les biopsies, et qu'on trouve plus de cancer, plus de gliome, ne peut probablement plus rentrer dans un protocole de surveillance active. Je pense que ce genre de lésion, je vous le disais tout à l'heure, nécessite un traitement, quel qu'il soit. Ça, c'est donc la première indication. La deuxième indication, même chose, plus subtile, hein. Micro-cancer, enfin la définition de la surveillance active, c'est toujours ça, c'est un micro-cancer chez un type qui n'a pas un PSA trop élevé sur une série de 12 biopsies. Bon. Et là, vous me dites, ouais, ici, la zone centrale, pour ne pas vous faire piéger, autour des canaux éjaculateurs, si vous me dites que le T2 est anormal, bravo. Mais honnêtement, c'est à peine noir, c'est à peine blanc en B1000, enfin c'est blanc, mais c'est très blanc en B1600, et là, on peut admettre, c'est vrai, que l'injection montre une assez franche asymétrie avec une angiogénèse qui paraît plus marquée de ce côté-là. Donc là, biopsie répétée, 6 mm de cancer, Gleason 3 plus 4, avec cette tumeur ici, que l'on voit, indiscutablement, qui est même à 4 plus 3 sur la pièce de prostatectomie radicale. Donc, ce genre de situation incite à refaire les biopsies, bien sûr, et pour faire sortir d'emblée les malades des protocoles de surveillance active. Deuxième circonstance, admise celle-là aussi, admise, recommandée en Angleterre par exemple, avant une deuxième série de biopsies, intercaler une IRM. Pourquoi? Parce que l'exemple est répété à souhait. On peut trouver autant d'exemples que l'on veut de patients après 1, 2, 3 séries de biopsies postérieures négatives qui ont ça. Bon, j'aurais pu ne pas vous donner la solution pour faire quiz, mais ça c'est un 5, parce que c'est... Pourquoi c'est un 5? Parce que c'est invasif, et puis de toute façon ça fait plus de 15 mm. Donc il y a les deux critères réunis. C'est invasif dans le stroma, et je voudrais vous rappeler quelque chose. J'en profite parce que je pense que j'ai le temps. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on a toujours considéré que tant que cette espèce de gros feuillet noir, qui est le stroma, n'était pas franchi, on admettait que, on disait au mieux, infiltration du stroma. Je ne sais pas si c'est ce que vous dites. Vous dites que le stroma est infiltré, mais que tant que ça ne touche pas la graisse qu'il y a en avant de ce feuillet noir, je crois que, enfin, moi j'ai été le premier à dire, pas de T3, impossible. Et puis les comptes rendus des pathologistes étaient surprenants parce qu'ils concluaient à du
T3. Alors, je ne sais pas si vous savez pourquoi il y a cette discordance. Elle est très simple. C'est qu'en avant du stroma qui appartient à la prostate, il y a un paquet de fibres musculaires qui tapissent. Et celles-là, elles sont extra-prostatiques. Mais quand la tumeur passe du stroma à la fibre musculaire, eh ben pour voir la différence, il n'y a pas de démarcation. Donc quand la tumeur perce le stroma et commence à infiltrer les couches musculaires qu'il y a en avant du stroma, il n'y a pas beaucoup de... C'est difficile de faire le diagnostic de T3. Et la seule chose que le pathologiste, dont le pathologiste se serve, c'est la modification du contour, avec une courbe qui s'interrompt, enfin qui bombe un peu à l'endroit où la tumeur est dans le tissu fibro-musculaire. Donc ça veut dire pour nous que quand vous voyez ça, vous n'avez plus le droit de dire que c'est pas extra-prostatique et que c'est confiné. Et qu'il faut d'emblée évoquer la possibilité d'un T3. Ça a changé nos comptes rendus. Voilà. Donc, biopsie répétée, à l'évidence, un gros cancer. Pas très méchant sur les biopsies, mais vous allez voir que... Vous allez voir. Ici, où est le cancer? Où est le cancer? Ici, il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui diront 4 ici, mais ils oublieront que c'est noir, d'accord, mais ISO là. Je pense que c'est ISO. Et c'est encore plus ISO en B700. Donc le cancer n'est pas là. Le cancer est de l'autre côté, où on a presque envie de dire que c'est triangulaire, donc 2, mais c'est franchement hypo et c'est franchement hyper. Donc le cancer était bien à droite, 3 plus 4, et à gauche, c'était du tissu bénin. Donc, troisième circonstance avant la biopsie initiale. Alors, il reste plus beaucoup de personnes à qui il ne faut pas la faire. Hein. Alors, est-ce qu'on est bon dans les biopsies ciblées? Quand même. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vraiment on est proche du score de la pièce? Alors, pas tout à fait. Même en biopsiant de façon ciblée, ici, vous avez les biopsies ciblées sur la ligne avec 0%, donc Gleason 3 plus 3, et puis ensuite il y a des incréments de grade 4, versus la même chose sur la pièce. Eh bien ici, dans cette colonne-là, les Gleason 6 sur les biopsies ciblées contiennent, dans environ la moitié des cas, un peu de grade 4. Un peu, c'est-à-dire moins de 20%. Un peu de temps en temps, entre 20 et 50, et exceptionnellement, heureusement, pas de cancer agressif découvert là-dessus. Et c'est à chaque fois comme ça, il y a toujours encore un petit upgrade entre ce que montre une biopsie ciblée et ce que montre une pièce de prostatectomie. Donc ça, c'est fondamental pour décider de l'inclusion d'un patient dans un protocole de surveillance active. En fait, à partir du moment où c'est visible, vous avez bien vu qu'à partir du moment où c'est visible, dans la moitié des cas, il y a du 4, même s'il n'y en a pas beaucoup. Alors après, vous faites votre philosophie. Si vous avez envie de vous faire surveiller avec du 4 dans une tumeur d'1 centimètre dans la prostate, bon, bah, peut-être. Mais je pense qu'avec les nouveaux traitements, ça ne vaut pas le coup. Maintenant, est-ce que vous pouvez éliminer sur une IRM un cancer significatif? Est-ce que vous pouvez dire, il n'y a rien de significatif, c'est-à-dire ou rien ou pas significatif. Alors il y a deux façons de vérifier, opérer les gens, mais pas que pour ça, hein. Évidemment, on opère les gens d'un cancer qu'on voit et on regarde ce qu'il y a dans où l'IRM avait dit qu'il n'y avait rien. Et on manque, ben voilà, les résultats sont concordants. Toutes les études montrent qu'il y a 6% des cas. 6% des cas sur les pièces de prostatectomie, on va trouver de l'autre côté de ce qu'on appelle une tumeur significative, avec donc un volume au-delà du seuil des 0,5 et un grade 4, mais heureusement, un grade 4 toujours inférieur, ou presque toujours inférieur à 20%. Donc Gleason 6 sur une biopsie ciblée à l'intérieur, eh bien c'est... ailleurs, il y a dans 6% des cas, il y a un peu plus. Bon. L'autre façon de se faire une idée de la valeur prédictive négative de la tumeur, c'est les biopsies transpyrénéales. C'est une biopsie tous les 5 mm, c'est-à-dire ça peut aller très vite jusqu'à 90, 100 prélèvements, et on a un reflet de la distribution de la tumeur dans la prostate qui est pas trop mal. Bon, le cancer significatif, c'est toujours le même, Henny Gleason 4 composants. À chaque fois qu'il y a du 4, ça devient significatif, ou bien on a une carotte
de plus de 4 mm de cancer. C'est la définition des Anglais qui ont dit, à plusieurs reprises, dans plusieurs circonstances, que la valeur prédictive négative pour éliminer ça, était de, allez, 85%, si on coupe en deux. Soit chez les hommes qui n'avaient jamais eu de biopsie avant, soit chez les hommes qui avaient déjà eu une première biopsie avant. Alors après, c'est une philosophie. Est-ce que vous décidez que vous pouvez vous permettre, avec une valeur prédictive négative de 85%, devant une IRM qui présente pas plus que 1 et 2, de dire, on ne va pas faire de biopsie immédiatement, on va simplement décaler la biopsie, ou ne pas la faire, en fonction d'éventuels signes de progression qui seraient 1. L'augmentation du PSA et 2. Apparition d'une tumeur visible à l'IRM. Bon, il y a beaucoup d'endroits où c'est déjà comme ça. Il y a beaucoup d'endroits où on ne fait que surveiller. Le seul défaut de l'IRM, c'est qu'elle a quand même une valeur prédictive positive qui est faible. Globalement, elle est quand même moins de 50%. C'est-à-dire que vous allez proposer une biopsie sur 2 pour rien, à cause des 3. À cause des 3. Il n'y a que 15 à 20% des 3 qui sont des cancers. Donc, il y a plusieurs valeurs, il y a plusieurs façons d'améliorer ça. On mesure l'ADC, je ne sais pas si vous le faites. On prend des B très élevés au-delà de 2000, ou on se sert de techniques un peu plus avancées. Enfin, elles existent déjà, mais il faut du logiciel un peu. L'IVIM, ou l'analyse bi-exponentielle de la diffusion, ou bien le kurtosis, je vous en dirai un petit mot. Le kurtosis, parce qu'il arrive, vous verrez que dans un an ou deux, tout le monde va le faire. Et donc, alors, l'ADC, la valeur absolue de l'ADC. Qui utilise la valeur absolue de l'ADC? Je crois que peu de gens, en fait. Mais je trouve que c'est dommage, parce que ça a été démontré que la valeur moyenne du tissu bénin était supérieure, et significativement supérieure à celle du cancer. Donc, on espérait, de cette étude, qu'elle sorte un seuil. Mais malheureusement, c'est d'abord fonction de plusieurs choses. Ça dépend des valeurs de B qu'on utilise pour l'ADC. Chacun d'entre nous, peut-être, utilise des protocoles différents. Premièrement. Deuxièmement, il y a un chevauchement, quelle que soit l'étude, entre le cancer et la prostatite dans la zone périphérique, et entre le cancer et les nodules conjonctifs dans la zone de transition. Alors, est-ce que c'est sans espoir? Écoutez, à cause de ce que je vous ai montré tout à l'heure, de ces composites entre la durée d'application du gradient et l'intervalle entre deux gradients, qui n'est jamais le même d'un appareil à l'autre, nous, on a fait une petite étude avec nos B sur une petite centaine de patients. On a pris un protocole standard en supprimant le B0, comme suggéré par le PIRADS 2, c'est-à-dire en commençant l'étude de la diffusion à partir de 100 ou de 50, c'est recommandé, et on a trouvé ce que les Anglais avaient dit du PIRADS, c'est-à-dire une très grande sensibilité, ça vous ratez très peu de cancer, ça ratisse très large, le PIRADS, mais vous avez une spécificité qui est faible parce qu'il y a beaucoup de nodules bénins. Une valeur sous la courbe qui est pas mal, mais quand on a seuillé après l'ADC, donc il y a deux courbes, la violette, qui est le PIRADS, et puis ici, une des deux, je ne sais plus laquelle, l'ADC, c'est la bleue. Vous voyez que l'ADC montre seuillé à 1070. En gros, on se doutait que c'était par là. On se disait qu'à 1100, ça devait plus être beaucoup, souvent des cancers au-dessus de 1100. La courbe ROC a montré 1070 pour le meilleur rapport sensibilité-spécificité, avec une valeur sur la courbe qui était supérieure à celle du PIRADS. Donc, ça veut dire que vous allez rater quelques cancers, hein. Vous êtes bien d'accord? Si vous prenez 1070 ou une autre valeur, on va voir, mais la vôtre, en tous les cas, hein, au-delà desquels vous estimez qu'il y a suffisamment peu de cancer pour dire, allez, on surveille, on verra bien dans 6 mois. Ça marche mieux que le PIRADS. Exemple. Là, c'était pour vous montrer, c'est le même exemple depuis tout à l'heure, pour vous montrer que quand vous hésitez entre hyper ou ISO, le blanc de la diffusion, quand ça fait 1120, c'est assez tentant de dire que c'est ISO. Alors qu'ici, c'est un cancer à 870, il n'y a aucun doute possible. Donc voilà l'intérêt
de l'ADC à condition d'utiliser un protocole. Alors, on a l'idée de faire ça à l'échelon national. Après tout, chaque A3T a 1.5 et avec les trois vendeurs les plus répandus. Et puis après, on verra certainement pour chaque appareil, on dira ben voilà, vous voulez le seuil c'est ça. Pour celui-là, le seuil c'est ça. S'ils doivent être différents, ça permettrait d'améliorer la précision du PIRADS 3. Exemple. Ah non, exemple, pas exemple. Deuxième hypothèse. Alors, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne nécessite pas de pousser la machine. C'est disponible dans certaines compagnies, dont Oléa fait partie. C'est d'utiliser des gradients de plus en plus élevés. Le principe, c'est quoi? C'est de se dire que plus on pousse, plus on pondère en diffusion, plus on se fait s'éteindre la prostate bénigne et on maintient la brillance la restriction de diffusion de la tumeur. L'exemple, c'est ça. 1000, c'est déjà... Alors, il y a des cas où ça sert à rien. Hein. 1000, ici, c'est blanc. 2000, c'est blanc. 3000, c'est blanc. 5000, c'est blanc. Et tout le reste, c'est noir. Ce qui est certain, c'est que la prostate bénigne s'éteint à ces valeurs de Béla. Alors, est-ce que ça... Là, l'exemple était le suivant. 1 mm de cancer, 2 mm de cancer plutôt sur une biopsie systématique. Des nouvelles biopsies ciblées dans cette anomalie ont montré plus de cancer, 4, et plus de glisone, 3 plus 4. Exemple ici. Il y a combien de tumeurs ici? Ici, c'est sûr. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à B5000 pour voir que... Hein, mais enfin, ici, c'est la fusion des deux. Bon, B1600, c'est hypo-hyper. Pas de doute. Ici, c'est hypo-hyper. Pas de doute. Ici, si vous considérez que le B1600, si vous avez envie de dire, non, c'est hypo-hyper. Sauf que ça s'éteint en B3000, ça s'éteint encore en B5000. Alors, les biopsies ont montré des choses qui nous ont confortés dans l'idée que ça marchait, les B élevés, les super B. C'est que, à gauche, il y avait du 3 plus 4, ça, on n'attendait pas le B5000 pour le dire. À droite, dans la zone périphérique droite, on a été conforté dans cette idée, il n'y avait pas de cancer. C'est-à-dire que la prostate bénigne s'éteint avec les B les plus élevés. D'accord? En revanche, ici, c'était négatif. Ça montre deux choses. Soit que la précision de la biopsie ciblée n'est peut-être pas parfaite, si vous avez tapé à côté. Et ça montre, la deuxième possibilité, c'est que ça montre que le tissu conjonctif de l'adénome a une restriction de diffusion qui est furieuse. Hein. Donc ça veut dire que même à B5000, c'est toujours aussi blanc. Mais là, honnêtement, vu l'association de ça et de ça, je pense qu'on s'est planté. Je pense que l'aiguille n'est pas allée, parce qu'en avant, on rate. Il y a une erreur de recalage. Il faut faire ça sous IRM. Ces biopsies-là, il faut commencer à les faire sous IRM. Ça, je vous le garantis. Ici, même chose. Bon, pour vous montrer que on s'est peut-être trompé sur l'exemple d'avant, mais ici, c'est blanc, c'est noir, pardon, ça a bien sûr bien moins de 1070, puisque ça a été seuillé à 1070, c'est blanc en 1600, et ça ne fait que blanchir sur le B5000. Heureusement, le T2 est là pour me dire, halte là, c'est cerclé. C'est cerclé. Donc c'est un PIRADS 2, jusqu'à preuve du contraire. Et puis quelque chose qui n'est pas dans le PIRADS, c'est postérieur. C'est-à-dire que c'est postérieur. Et Rouvière avait très bien montré que les cancers de la zone de transition, ils sont soit en avant, tiers antérieur, soit en avant et la moitié, c'est-à-dire antérieur et moyen, soit en avant, en moyen et postérieur, toute la hauteur, mais ils ne sont jamais, dans sa série, uniquement en arrière. Donc un nodule comme ça, qui est plaqué contre la capsule chirurgicale, qui est tout blanc, en B ce que vous voulez, eh bien, quand il est cerclé, c'est fini. Quand il n'est pas cerclé, c'est pas encore un cancer, à cause de son siège. Mais c'est pas dans le PIRADS, parce que ça manque un peu de maturité. Maintenant, à gauche, ici, regardez. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs sources. À gauche, dans la zone périphérique, c'est un 3, car ça n'est pas nodulaire. Mais c'est focal. C'est focal par rapport à l'autre côté. C'est focal. Ici, c'est plutôt noir,
Mais regardez, c'est seuillé à 1070, il n'y a rien. C'est donc au-dessus de 1070. Donc vous êtes en train de vous dire, ah mais bon. Mais regardez comment c'est fait de deux parties, cette anomalie. Celle-là et celle-là. Mais c'est difficile d'accorder de la valeur à quelque chose qui est aussi périphérique. Mais en B1600, ça se précise un peu, c'est un petit peu plus blanc. Et au fur et à mesure que vous poussez le B, eh bien, quand même, ça devient plus facile. Ça devient difficile, en tout cas, de dire que ça, c'est du 3. Parce que là, il y a quelque chose qui reste blanc, aussi blanc que le nodule à côté, bon d'accord, mais c'est blanc. Et donc, ça a incité à dire, à faire des biopsies pour trouver du cancer 3+3 de ce côté-là. Donc, ça conforte dans l'idée que la prostate bénigne s'éteint à B5000 et que les zones de la restriction de diffusion à B5000 ou B3000, on ne sait pas encore, positives, ça incite, ça augmente la spécificité du PIRADS 3. Ça reste, il faut trouver le chiffre, hein, mais il faut faut faire l'étude. Bon. Les techniques avancées, dans les 9 minutes qui me restent, c'est très bien. Les techniques avancées, eh bien, je vais essayer d'aller même en 5 minutes, on va finir. L'analyse bi-exponentielle de la diffusion, rappelez-vous les petites molécules rouges que je vous ai présentées sur la première diapo, pratiquement, cette pseudo-diffusion qu'on enregistre dans les capillaires, eh bien, c'est cette diffusion rapide ici, qui est testée avec les petits b, 0 à 100. Alors, l'extraction bayésienne dont on peut disposer avec Olea fait que Olea calcule automatiquement le moment où ça devient bi-exponentiel, donc vous n'avez pas à fixer de valeur. C'est un modèle mathématique qui calcule le moment où la courbe s'infléchit. Et l'intérêt de mesurer aussi précisément que possible cette pseudo-diffusion, en fait, je vais vous dire, c'est surtout pour s'en débarrasser, pour pouvoir calculer la vraie diffusion à partir de là, cette deuxième partie de la courbe. Et on attend que des études viennent montrer que c'est mieux que la mesure quantitative de l'ADC, que le D est plus spécifique que l'ADC, mais toutes les études de la littérature, vous remarquerez, si vous avez lu, qui ont conclu que c'était pas mieux, n'ont pas utilisé ce qu'il fallait, assez à mon avis, c'est-à-dire qu'il faut, pour bien calculer ça et s'en débarrasser, il faut plein de petites valeurs de B. Parce que plus vous en mettez, plus c'est précis. Et donc ça, il faut... donc Siemens a le WIP, c'est un work in progress. Donc en routine, c'est pas facile. Et voilà l'IVIM, alors voilà, il n'y a pas toujours besoin de l'IVIM, hein, ou la bi-exponentielle. Ici, en T2, c'est dur hein, à voir, mais regardez, c'est asymétrique. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, l'attention est attirée par le B1600. Ah, c'est tout blanc, donc c'est un cancer, c'est très vasculaire, ça on le sait. Voilà l'ADC seuillé à 1070, le D seuillé à une autre valeur qu'on n'a pas encore déterminée, mais l'information est la même, et c'est toujours blanc à B5000. Bon, mais là, ça ne sert que moyennement. Je termine là-dessus parce que vous allez en parler. Donc, il y a un article dans le Journal of Magnetic, je ne l'ai pas mis là, fait par les 4 experts, Lapadani, Le Bihan, qui a signé en dernier, sur ce que c'est que le kurtosis et comment l'utiliser. Alors, pour l'utiliser, il faut d'abord comprendre que la courbe en pointillé, c'est la distribution gaussienne, comme si une molécule d'eau allait diffuser de façon gaussienne dans un tissu. Mais en fait, dans l'eau, quoi. Dans l'eau, c'est gaussien. Ça diffuse dans tout. Eh bien non. Dans les tissus, ou quand la cellularité augmente, eh bien, c'est clair que probablement que ça ne diffuse pas de façon symétrique dans toutes les directions. Donc ça devient non gaussien. C'est l'autre courbe avec le pic. Et le kurtosis, c'est un mot barbare, hein, mais qui signifie simplement que le kurtosis, ça mesure la différence entre ça et ça. Donc ça mesure la déviation entre la diffusion gaussienne de la diffusion non gaussienne, qui est sûrement vraie et qui est dans un tissu tumoral. Et donc on obtient un ADC K, un ADC kurtosis, qui tient compte de cette diffusion non gaussienne. Donc, alors le défaut du kurtosis, ce sera mes presque dernières phrases, c'est que ça nécessite d'acquérir AB2000.
On ne peut pas se servir d'un B calculé, et il faut un B2000 pour avoir une diffusion correcte gaussienne. Je ne sais plus pourquoi, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors, le B2000 acquis, d'ailleurs, c'est pas recommandé en routine, hein, je vous fais remarquer, on recommande de s'arrêter à 1000. Pourquoi? Parce que si vous rajoutez le B2000 dans l'acquisition de la séquence, le TE est plus long, et donc on perd de la fiabilité sur le calcul de l'ADC. Et donc, quand on extrait l'ADC d'une diffusion DK, c'est-à-dire kurtosis, eh bien, on se prive de l'information fournie par le B1000. Donc, c'est pour ça que dans la littérature, il y a des résultats concordants, mais ils sont très explicables. Celui qui a dit que c'était bien, il a calculé l'ADC à B2000, ce qui n'est pas recommandé. Et celui qui a dit que c'était pas mieux, enfin pas mieux que l'ADC, c'est-à-dire l'allemand, eh ben, il a dit, oui, nous, on a fait 2 séquences de diffusion, une pour calculer l'ADC qu'on calcule tous, à B1000, et puis après, on a fait le kurtosis à B2000, et il a montré que c'était pareil. Donc, ça reste à voir, mais ça va probablement arriver sur le marché. Je conclus. Comme ça, c'est fini. Je conclus en disant que, bon, c'est un filtre à détecter les tumeurs agressives, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que les tumeurs agressives, je peux vous dire qu'elles se voient. Hein. Ça devient donc, ça va devenir, enfin c'est en train, pas encore, hein, un test pré-biopsie chez les hommes qui ont un PSA élevé, cette diffusion. Et l'idéal, hein, ça c'est le scénario idéal, on surveille le PSA et l'IRM s'il y a un PAERADS 1 et 2, excellente attitude. On fait des biopsies immédiates au PAERADS 4 et 5 parce qu'on sait que la probabilité qu'il y ait une mauvaise tumeur est élevée. Ça, il n'y a aucune discussion possible là-dessus. Pas sur la première proposition, hein, parce que ça fait faire moins de biopsies à qui les font. Donc, pour qui les font. Et pour le PAERADS 3, là, il faut vraiment travailler. Moi, je pense que pour les choses faciles, c'est ça. Pour le moment, le plus facilement disponible, c'est de calculer un ADC en prenant 3B comme c'est recommandé, en prenant le même si possible, à certains échelons, et puis d'utiliser le B2000. Je crois que le B2000, c'est électronique. Donc c'est facile, c'est gratuit, quoi. Ça ne nécessite pas de solliciter la machine. Le reste, évidemment, ça nécessite un peu de logiciel. Je termine, deuxième plaque. C'est sûr que les biopsies ciblées par l'IRM, quel que soit le mode de ciblage, ça augmente le taux de détection des cancers significatifs, les cancers graves. Donc normalement, on devrait faire... Bon, ça baisse le taux de détection des cancers non significatifs. En ce moment, et c'est pour ça que c'est pas vraiment encore dans la tête de tout le monde, c'est combiné avec les biopsies en sextant. Donc c'est pas du tout une politique de réduction. On en fait 12 plus 3. Donc on fait plus de biopsies maintenant qu'avant. Alors que 3 font comme 12, et mieux que 12 pour les cancers significatifs. Mais quand même, pour les biopsies répétées, première série de biopsies négatives, pour la deuxième biopsie, quand même, une tendance, on ne refait pas les biopsies dans les zones où on a fait les biopsies déjà et où il n'y a pas de cible. Et puis il y a une bonne raison pour ne pas faire ça, c'est que c'est ces gens-là qui font des prostatites. Évidemment, quand vous biopsiez des zones où il n'y a rien, ça fait plus de complications infectieuses. Et chez les gens qui n'ont pas de biopsie du tout, eh bien, c'est très bien, mais c'est pas encore... C'est très bien, c'est notre credo. Mais c'est pas encore établi parce que ça décale pas mal de biopsies. La moitié, alors vous voyez. Et puis pour le mode de guidage, moi je pense que ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Hein. Le cerveau si vous êtes bon échographiste, hein, et l'IRM si vous voulez faire high-tech. Voilà.